Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 26 janvier 2025. Midi pile, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Là, je vous partage une nouvelle qui va faire jumper beaucoup de monde. Même des pro-Trump qui vont être peut-être un peu surpris, mais en même temps, on le sait, Trump, c'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle, c'est pas quelqu'un qui fait dans la diplomatie non plus. D'ailleurs, la diplomatie, c'est la spécialité des... C'est l'espèce de spécialité des poker face, des hypocrites. D'ailleurs, c'est pour ça que la diplomatie existe. C'est un petit peu lorsque toi, tu perds un être cher et que tu as un défilé de gens qui ont tout au long de leur vie, dénigrer la personne qui est morte, mais qui viennent te la louer, te dire que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Ça, c'est la diplomatie. La diplomatie, c'est un système basé sur l'hypocrisie. Naturellement, on utilise aussi la diplomatie et les affaires extérieures pour engendrer probablement le système pyramidal de corruption le plus immense, le plus gros, gigantesque depuis toute l'histoire de l'humanité. On le sait, avec la création de l'ONU, entre autres, ça a commencé à un niveau jamais espéré par l'élite. Toute cette corruption utilisée via naturellement les agences internationales de coopération, de ceci, de cela. Et c'est là qu'on a commencé à vider les coffres des banques centrales de nos pays en imprimant des trilliards, de quintrilliards, de quadrilliards, de quintrilliards de dollars, qui sont tous disparus au fil des 60-70 dernières années et qui ont changé en rien la condition du pauvre monde. Cet argent-là, c'est comme, wow, tu peux même pas, tu pourrais remplir tout l'univers de tout l'argent qu'on a imprimé, puis toi, tu n'en as pas vu la trace, puis les populations qu'on était supposément en train d'aider, on n'a pas vu non plus la couleur. Donc, et tout le monde est convaincu, puis tu as même des facultés à l'université qui sont là, hein, qu'on appelle de sciences politiques, de te convaincre que, oh mon Dieu, c'est tellement incroyable, c'est tellement extraordinaire, il faut continuer dans le même système corrompu dans lequel on est, d'affaires extérieures, d'échanges, de coopération, et j'en passe, et de diplomatie, et on continue à construire des ambassades et à nommer des diplomates, toujours des nominations politiques, qui arrivent chez des amis ou des gens importants qu'il faut qu'on nomme pour continuer toutes ces espèces de circuits de corruption qui existent. Et toi, on a essayé de te convaincre, puis il y en a peut-être qui sont convaincus d'entre vous, que c'est comme ça, puis on ne peut rien y faire, puis que c'est extraordinaire. Et on se met le nez dans les affaires des autres, continuellement. Nos gouvernements corrompus se mettent le nez dans les affaires des autres, interagissent avec les autres, font des affaires avec les autres. D'un côté de la bouche, les démonisent, les attaquent. De l'autre côté de la bouche, continuent à faire des affaires et à échanger des grosses sommes d'argent. Ça, c'est la réalité. Donc, tu peux décider de ne pas parler de ça puis de continuer dans le même système qui fait que tu as toujours les mêmes gagnants, les mêmes perdants, les mêmes conflits, les mêmes victimes et la même roue qui tourne et qui fait avancer personne parce qu'elle est surélevée, la roue, puis elle tourne dans le vide. Ça, c'est la roue de la diplomatie. Que ce soit des conflits actuels ou les autres, c'est certain qu'on fait ces conflits-là parce qu'on veut que toi, tu prennes position aussi dans ces conflits-là. C'est comme ça qu'on divise sur toutes sortes de questions et avec toutes sortes de moyens. Et c'est la spécialité du culte qui nous gouverne. Naturellement, quand un conflit arrive, tu remarqueras, dès qu'un conflit arrive, si tu es d'accord avec moi, je veux t'entendre, puis si tu n'es pas d'accord, je veux t'entendre aussi. Mais si tu es d'accord, pour simplifier les choses, tu peux commenter ou mettre juste 47. Quand un conflit arrive, tout de suite, tu vois, la population se range derrière un côté ou l'autre. C'est complètement hallucinant, non? C'est fou, là. On embarque dans leur jeu tout le temps. Alors que la plupart de ces conflits-là sont créés pour des questions de pouvoir, de business, puis de contrôle de ressources naturelles ou de population ou de pouvoir ultimement.
ou simplement pour distraire tout le monde, parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Anyway, c'est tout le même monde qui nous gouverne, c'est tout le même culte. Et eux autres, ils vont jamais au front en passant, OK? Donc, ils te demandent, toi, de prendre position, puis tu remarqueras dans tous les conflits, du plus petit au plus gros, tout le monde a toujours une opinion là-dessus, puis tu as toujours deux camps. Puis tu as toujours une division, tu vas toujours avoir des arguments, puis des débats, puis des guerres d'opinion. Là, tu as le conflit israélo-palestinien qui existe depuis longtemps, mais plus spécifiquement depuis, naturellement, la fin de la Deuxième Guerre, où les Nations Unies ont donné le territoire XYZ là, à Israël en se basant sur des écrits anciens bibliques. Et naturellement, ça a, depuis ce temps-là, créé le conflit qu'on connaît, qui prend des proportions des fois plus grandes, des fois qui se calment, plus grandes qui se calment, dépendamment de l'argent qu'on va mettre dedans pour les financer, ces antagonistes-là. Et là, Donald Trump arrive là-dedans pour son deuxième mandat. Il avait déjà fait des progrès dans son premier mandat avec ce qu'il appelait la paix des braves, là, ou la paix de, je ne sais plus comment il l'appelait, là, où il y avait beaucoup de pays musulmans arabes qui s'entendaient et qui signaient des accords avec, je pense que c'est des accords de, je vais essayer de trouver le terme exact là, pour ne pas dire n'importe quoi. Là. Donc c'est les fameux accords d'Abraham. On les avait appelés comme ça, les fameux accords d'Abraham. Donc vous avez sûrement entendu parler, c'était des accords bilatéraux entre plusieurs... pour normaliser les relations entre plusieurs États des Émirats, entre autres Arabes Unis, le Bahreïn, et ainsi de suite, et Israël. OK? Maintenant, dans sa deuxième visite à la Maison-Blanche en tant que président, il arrive après les événements de l'an dernier, du 7 octobre, et naturellement la guerre qui en a suivi, la guerre avec le Liban, la guerre avec l'Iran et ainsi de suite. Et là, il propose de, je vous dis, là, vous allez sauter, mais long, vous allez sauter parce que vous avez tous pris un camp, puis la plupart des Occidentaux, d'ailleurs, il y a eu un sondage qui est paru, il n'y a pas longtemps, il y a presque la moitié des Américains ou des adultes en Occident qui ont une opinion négative d'Israël et des Juifs. OK? Je vais essayer de trouver le lien de ça aussi, là, mais je l'avais. Donc, c'est assez spectaculaire quand même. La majorité des Américains désapprouvent désormais l'action israélienne à Gaza. Ça, c'était au mois de mars. Plus récemment, on a aussi près de la moitié des adultes de moins de 30 ans déclarent que la discrimination à l'encontre des Juifs aux États-Unis a augmenté depuis le début de la guerre. Plus de la moitié des Américains ont une opinion favorable d'Israël, tandis que 41 déclarent avoir une opinion défavorable. Donc, il y a quand même beaucoup de gens, mais j'avais vu quelque chose d'autre qui fait que il y a beaucoup de gens qui voient l'opinion américaine sur Israël et l'autorité palestine est en baisse. Les Américains, les jeunes Américains sont plus pro-palestiniens que leurs aînés, et ainsi de suite. Donc, peu importe, on s'en va dans la nouvelle, Trump propose de nettoyer, et là, le Financial Times met un titre quand même qui est provocateur, la population de Gaza. Le président américain exhorte l'Égypte et la Jordanie à accueillir les habitants d'un site de démolition, parce que lui, il considère que, disons, toute cette région-là, maintenant, la bande de Gaza ressemble à un site de démolition. Donald Trump a exhorté l'Égypte et la Jordanie à accueillir la majeure partie de la population de Gaza, affirmant qu'il était temps de nettoyer le territoire dans des commentaires susceptibles d'indigner les Palestiniens et les Arabes de la région. J'aimerais que l'Égypte accueille des gens et j'aimerais que la Jordanie accueille des gens, a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One. On parle d'1,5 million de personnes et on se contente et on veut tout nettoyer. La proposition de Trump bouleverserait des décennies de politique américaine, promouvant la solution à deux États. D'abord, si tout le monde se mêlait de ses affaires, je vais te dire une chose, ça irait bien, mais c'est là que tu vois que toute la planète, tous les pays et tous les élus, qui sont tous contrôlés par le complexe militaro-industriel, se mêlent et se mêleront toujours et créeront toujours des conflits parce que c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, c'est comme ça qu'ils nous contrôlent et c'est comme ça qu'ils font marcher leur complexe militaro-industriel.
industrielle. Si tu laissais les gens... Mais le problème, c'est que tous les politiciens, tous les gouvernements sont tous contrôlés par le même culte qu'on pourrait qualifier de démoniaque qui nous gouverne. Donc, c'est pour ça que ça finit jamais et ça finira jamais. Tu peux essayer d'expliquer ça d'une autre façon, il n'y en a pas. Trump a déclaré qu'il avait déjà discuté, parce que la proposition de Trump, naturellement, bouleverserait des décennies américaines, de politique américaine, qui promouvoit la solution à deux États fondés sur la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, à Gaza et dans certaines parties de la Cisjordanie occupée. Trump a déclaré qu'il avait déjà discuté de sa proposition de relocalisation de la population de Gaza avec le roi Abdallah de Jordanie samedi et qu'il évoquerait cette discussion-là aujourd'hui lors d'un appel téléphonique avec Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Alors que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entre dans sa deuxième semaine, Trump a déclaré que Gaza était littéralement un chantier de démolition. Presque tout est démoli et les gens y meurent. Donc, je préférerais m'impliquer avec certains pays arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourront peut-être vivre en paix pour changer un peu, parce que ça fait des décennies qu'ils vivent dans la guerre. Trump a déclaré que le transfert de population pourrait être temporaire ou à long terme. La population de Gaza, avant la guerre, était de 2,2 millions. Depuis le début de la guerre, en octobre 2023, Amman et le Caire ont rejeté à plusieurs reprises tout transfert de Palestiniens vers leur territoire, affirmant que cela équivaudrait à une liquidation de la cause palestinienne aux dépens des voisins d'Israël. Sisi a déclaré précédemment que l'accueil des Gazaouis menacerait l'accord de paix entre l'Égypte et Israël en raison du risque que certains d'entre eux reprennent les combats contre l'État juif depuis l'intérieur des frontières de l'Égypte. A. Elier, chercheur principal au Center for American Progress à Washington, a déclaré qu'un tel transfert pourrait être profondément déstabilisant, en particulier pour la Jordanie, qui compte déjà une importante population palestinienne, et partiellement pour l'Égypte, qui souhaite relocaliser des Palestiniens dans le Sinaï, par exemple, car cela pourrait signifier un conflit entre les militants palestiniens et Israël. Les deux pays ont des économies faibles et ont besoin du soutien des États-Unis, mais leurs dirigeants ne voudraient peut-être pas être perçus comme complices de ce que l'opinion publique arabe considérait comme une seconde Nakba ou catastrophe, l'exode vers les pays voisins de centaines de milliers de réfugiés palestiniens en 1948, lors de la fondation de l'État d'Israël. Cela scandaliserait les Arabes, car l'histoire est très claire. Chaque fois que les Palestiniens ont été contraints de quitter une partie de la Palestine, ils n'y sont jamais retournés, a déclaré Elier. Vider Gaza de ses habitants n'aurait aucun soutien de la part des pays arabes, ni même de la communauté internationale, car c'est la définition même du nettoyage ethnique. Une telle décision, a-t-il ajouté, compromettrait les perspectives de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, qui sont depuis longtemps au centre des efforts diplomatiques américains dans la région. Cela rendrait encore plus improbable la conclusion d'un accord dans un avenir immédiat, a déclaré Elier. La proposition de Trump concernant Gaza a néanmoins ravi les dirigeants de l'extrême droite israélienne. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a qualifié la suggestion de Trump d'idée merveilleuse, ajoutant que seule une réflexion innovante sur des nouvelles solutions apportera la paix et la sécurité. Itamar Ben-Gvir, l'ancien ministre israélien de la Sécurité nationale qui a démissionné la semaine dernière en signe de protestation contre l'accord de cessez-le-feu, a félicité Trump pour avoir lancé cette idée. M. Trump a également confirmé que le Pentagone avait levé la suspension imposée par l'administration Biden sur la livraison de bombes de 900 kilos à Israël. Nous les avons libérés aujourd'hui et ils les auront, a-t-il déclaré. Ils les ont payés et les attendent depuis longtemps. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'était déjà mis à rude épreuve malgré la libération réussie samedi de 4 femmes soldats israéliennes captives à Gaza et de 200 prisonniers palestiniens des prisons israéliennes. Des responsables israéliens ont déclaré ce week-end que le Hamas avait violé l'accord négocié par les États-Unis après avoir échoué à libérer la dernière femme civile otage encore en vie, Arbel Yehoud, avant les soldats. Des médiateurs travaillaient dans les coulisses pour trouver une solution pour libérer
Yehoud, mais le bureau du premier ministre Netanyahou a déclaré que tant que la question ne serait pas réglée, il ne permettrait pas à des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de retourner dans le nord de Gaza comme le prévoit l'accord. Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban semble également menacé, Israël ayant clairement indiqué la semaine dernière qu'il ne respecterait pas le délai de 2 mois fixé pour le retrait de ses forces du sud du Liban dimanche. Donc on le voit, je vais te dire une chose, ça va faire exploser la twittosphère, Internet et tout le monde, cette déclaration-là de Trump. Mais qu'est-ce que tu veux? Trump, c'est Trump, puis on ne le changera pas. Puis tu ne peux pas tout aimer de Donald Trump. Et ça, c'est peut-être un des aspects que tu n'aimeras pas de Donald Trump, mais pour le reste, de toute façon, y a-t-il quelque chose que tu aimes vraiment de tes politiciens, de tes élus? On n'aime même pas à 50% ce que nos élus ont comme politique et ce qu'ils nous font vivre depuis le système parlementaire. Je vous reviens avec le taux d'approbation le plus bas d'Emmanuel Macron apparemment dans l'histoire. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça te prouve à quel point les élus ont la cote vraiment basse. Parce qu'il n'y en a pas un qui va te satisfaire, puis que la politique, c'est pas là pour te satisfaire. La politique, c'est là pour t'endoctriner, te contrôler, te garder esclave du système, te vider les poches et t'imposer une façon de vivre. C'est ça qui va être de plus en plus à l'avant-plan. Tu vas voir le totalitarisme s'installer. Il est déjà pas mal avancé, là, mais ils vont finaliser ça. Dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, tu vas voir le totalitarisme s'étendre et s'installer complètement en Occident.